Bonjour. Dans cette vidéo de vulgarisation, je voudrais vous présenter quelques phénomènes qui nous entourent et qui peuvent se comprendre à l'aide des mathématiques. En même temps, je voudrais réagir à une question qu'on me pose souvent quand je dis que je suis chercheur en mathématiques. Chercheur en mathématiques. Je pensais qu'on avait déjà tout compris en maths. Et non, à partir de ces exemples tirés du quotidien, je voudrais vous montrer que la recherche en mathématiques est très active et qu'il reste une multitude de questions ouvertes. Plus précisément, je vais vous présenter 4 phénomènes et je voudrais dans une vidéo future approfondir un de ces sujets. Du coup, à la fin de la vidéo, je vous laisse voter dans les commentaires pour déterminer quel phénomène vous a intéressé le plus. C'est parti. Premier phénomène, le sillage de Kelvin. Nous avons déjà tous vu des canards qui nagent dans un étang et en se déplaçant dans l'eau, ils provoquent des ondes derrière eux et ça forme ce qu'on appelle un sillage. La forme de ce sillage est caractérisée par un V. Et on peut s'intéresser à l'angle de ce V. On pourrait imaginer que cet angle dépend de plein de choses. Déjà de l'objet qui se déplace et surtout de la vitesse à laquelle se déplace cet objet. Et en fait, non. Au milieu du 19e siècle, Lord Kelvin a montré que cet angle est universel. C'est-à-dire, cet angle ne dépend de rien du tout. C'est toujours le même. Il vaut à peu près 39 degrés. Ou pour être plus précis, 2 fois arc sinus de 1 tiers. C'est surprenant, non? Mais ça dépend même pas du liquide, de sa densité. Et non, on va voir tout de suite que ça dépend même pas du liquide. L'argument que je vais vous donner pour prouver que cet angle est constant n'est pas tout à fait rigoureux, mais c'est une méthode qui aide souvent pour déterminer la forme approximative d'une équation en physique. Cette méthode s'appelle l'analyse dimensionnelle, ou en d'autres termes, l'analyse des unités. Qu'est-ce qu'on entend par là? Donc on a une certaine liste de grandeurs physiques qu'on voudrait lier ensemble à travers une équation. Chacune de ces grandeurs a une unité, des mètres, des secondes, des kilogrammes, etc. Du coup, à la fin, dans une égalité, il faut que les deux côtés de cette égalité aient la même unité. Ça, en gros, c'est ce qu'on vous disait en primaire quand on vous disait qu'il fallait pas additionner les pommes et les poires. Dans notre cas, nous cherchons une formule hypothétique de l'angle du cône de sillage. Un angle, ça s'exprime en degrés, mais en fait, un degré, c'est pas vraiment une unité. Un angle n'a pas d'unité. Du coup, de l'autre côté de cette formule hypothétique, nous voudrions mettre les grandeurs qui pourraient intervenir dans cette formule. Donc, nous avons dit que probablement, la vitesse de l'objet va intervenir. Retenons du coup cette vitesse. Donc cette vitesse-là, elle s'exprime en mètres par seconde. Puis on pourrait imaginer, comme a dit F tout à l'heure, que le type de liquide intervient, en particulier sa densité. Donc la densité d'un liquide, ça s'exprime en kilogrammes par mètre cube. Puis on pourrait imaginer que l'objet en lui-même, sa taille, joue un rôle. Et enfin, on pourrait aussi imaginer que la profondeur de l'eau joue un rôle. Donc ça s'exprime aussi en mètres. En fait, dans l'argument de Kelvin, on suppose que cette profondeur de l'eau est infinie. On suppose une eau très profonde. Donc, comme ça, en fait, on le supprime de notre liste. Du coup, regardez notre liste. Donc, il y a un certain nombre de grandeurs qu'on voudrait combiner ensemble pour obtenir un angle qui n'a pas d'unité. En particulier, sur notre liste, on voit une seule fois apparaître le kilogramme. C'est dans la densité du liquide. Or, à la fin, notre angle, il n'a pas de kilogramme dedans. Du coup, le seul choix qu'on a, c'est de ne pas prendre en compte la densité du liquide. Puis, on peut remarquer que dans cette liste, il y a une seule grandeur qui fait apparaître des secondes. C'est la vitesse. Même raisonnement, vu que dans l'angle final, il n'y a pas de secondes, la seule façon de faire, ça serait de ne pas tenir compte de cette vitesse. Et du coup, maintenant qu'il n'y a plus de vitesse, il ne reste plus que les dimensions de l'objet qui s'expriment tous en mètres. Et avec encore le même argument, on montre que ça ne peut pas apparaître dans une formule. C'est-à-dire, dans une formule hypothétique de cet angle, il n'y aura rien dedans. Rien en tout cas de cette liste. C'est-à-dire, il n'y aura que des constantes qui dépendent de rien du tout. Ce raisonnement-là peut paraître assez fort et surprenant, mais on voit aussi sa faiblesse. Parce que qui nous dit que notre liste était complète? On a peut-être oublié des paramètres qui sont importants pour la description du phénomène, comme par exemple la masse de l'objet, ou la constante gravitationnelle. Du coup, encore une fois, le raisonnement que je viens de faire, cette analyse dimensionnelle, n'est pas rigoureux. Et en particulier, l'argument de Lord Kelvin était scientifique, c'est-à-dire reposé sur les vrais calculs. Le sillage de Kelvin explique ce qui se passe pour un objet dans un liquide. Maintenant, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe quand il y a plusieurs objets dans le liquide? Ou bien quand on remplace le liquide par un gaz, comme l'air. Et dans ce cas, des phénomènes beaucoup plus complexes peuvent apparaître, qu'on regroupe sous le terme de turbulence.
L'étude de ces turbulences est très importante pour, par exemple, la météo ou l'optimisation des trains, des avions et d'autres véhicules. Deuxième phénomène, les résonances. Je pense que vous avez déjà tous eu cette expérience quand vous êtes dans un lieu clos, comme sous la douche ou dans une église, et vous chantez. Il y a certaines notes, il y a certains sons qui semblent plus forts, qui s'amplifient en quelque sorte. C'est ce qu'on appelle la résonance. Pour vous donner un petit modèle mathématique, on va imaginer ce lieu clos comme une boîte. Et le son, ou la note, on va le représenter comme une sinusoïde. Et du coup, ce son, cette onde, va se déplacer jusqu'au mur de la boîte, et puis il va être réfléchi jusqu'à l'autre bout de la boîte, et puis ainsi de suite. Il sera réfléchi plein de fois. Et ainsi, vous allez avoir plein d'ondes qui vont se superposer. Et en général, ça va faire rien de particulier. Mais parfois, pour certaines longueurs d'onde, l'onde réfléchie est exactement la même que l'onde incidente. Et du coup, dans ce cas-là, ces ondes-là, ils vont se superposer, du coup, ils vont s'amplifier. Donc, ces fréquences particulières qui provoquent ce phénomène, on appelle ça les fréquences propres. Les fréquences propres de la boîte. Donc, ça dépend de la boîte dans laquelle on est. Du coup, on peut poser la question, étant donné la boîte, comment déterminer les fréquences propres? C'est une question typique dans un domaine des mathématiques qu'on appelle l'analyse harmonique. Vous allez peut-être maintenant dire que ce modèle-là, avec la boîte et le sinus qui se déplace dedans, est un peu trop simple, parce que les sons qu'on émet ne sont jamais vraiment des sinus. En effet, les sons qui nous entourent ne sont pas des sinusoïdes parfaits. Mais d'après cette théorie, l'analyse harmonique, on peut décomposer n'importe quel son en sinusoïdes. C'est-à-dire on peut l'écrire comme une superposition de différents sinus. Et c'est ce qu'on appelle la décomposition de Fourier. La fréquence propre d'un objet, ça pourrait même être dangereux. Par exemple, si on marche sur un pont à la bonne fréquence, ça va le faire vibrer. Et dans les cas extrêmes, il pourrait même s'effondrer. D'ailleurs, suite à certains accidents dans l'histoire, il y a des ponts où il est désormais interdit pour les soldats de marcher au pas. Maintenant, au lieu de s'intéresser à des sons qui se propagent dans l'air, on peut s'intéresser aux sons qui sont produits par des objets. Par exemple, un tambour ou un gong. Quelque chose où je tape dessus et qui va naturellement émettre un son. Du coup, la question, ça serait, est-ce que je peux prévoir quelle fréquence je vais entendre? Donc, chaque objet qui vibre, il va favoriser certaines fréquences. Il a envie de vibrer d'une certaine façon. Et on peut visualiser ça, par exemple, avec des plaques en métal sur lesquelles on met du sable. Donc vous voyez ici une plaque métallique, en l'occurrence carrée, à laquelle on impose en fait une certaine fréquence. Et on va voir que pour certaines fréquences, les fréquences propres de ces plaques métalliques, le sable va former des motifs. C'est-à-dire pour la plupart des fréquences, le sable il va rester uniforme. Mais pour certaines fréquences, qui sont justement montrées dans la vidéo, le sable va s'accumuler à certains endroits où la plaque ne bouge pas. Enfin, on peut se poser la question suivante, est-ce qu'on peut déterminer la forme de l'objet qui vibre à partir de ce qu'on entend? Est-ce qu'on peut entendre la forme de l'objet? En fait, c'est dans les années 2010 que le grand mathématicien français Alain Cohn a démontré que pour entendre la forme, on n'a pas seulement besoin des fréquences propres, il appelle ça la gamme, mais aussi de certains accords. Mais avec la gamme et les accords, on peut déterminer effectivement la forme à partir de ce qu'on entend. Intriguant, n'est-ce pas? Troisième phénomène, les caustiques. Quand vous placez un verre d'une certaine façon au soleil, vous pouvez observer des jeux de lumière. Il y a certains endroits qui semblent beaucoup plus brillants que d'autres. Et la forme que vous observez, ça s'appelle une caustique. L'exemple le plus simple, que vous pouvez même faire à la maison vous-même, c'est de prendre un bol, ou une tasse, ou une casserole, et de l'illuminer avec une lumière, un peu de biais. Ce que vous allez observer, c'est une courbe qui ressemble un petit peu à un cœur. Et en fait, cette courbe, ça s'appelle une cardioïde. Du coup, qu'est-ce qui se passe en fait? Nous avons un arc de cercle et des rayons lumineux parallèles qui arrivent. Chaque rayon lumineux sera réfléchi avec la loi de Descartes. Qu'est-ce que c'est cette loi de Descartes? Quand vous avez un plan et une lumière qui arrive, alors la loi de Descartes dit que le rayon sortant va avoir le même angle que le rayon incident. C'est une sorte de rebond. Alors, comment ça se passe si vous n'avez pas un plan, mais une courbe, comme un arc de cercle? En fait, quand vous zoomez sur un arc de cercle, sur un point de l'arc, quand vous zoomez beaucoup, vous allez avoir l'impression d'avoir une droite. Et du coup, vous pouvez appliquer la règle de Descartes. Sans faire le zoom, ce qu'on peut dire, c'est, au lieu de prendre un point sur l'arc du cercle, on va prendre la tangente. Petit rappel, la tangente, quand on a une courbe et qu'on choisit un point, ça va être la droite qui va passer seulement par ce point et aucun autre. Elle touche la courbe seulement en ce point. Donc là, on va tracer une famille de tangentes sur l'arc de cercle. Et après, vous appliquez juste la règle de Descartes avec cette tangente. Ainsi,
vous avez plein de rayons lumineux qui sont réfléchis, ça vous fait une famille de rayons, et ils vont envelopper une nouvelle courbe, c'est la cardioïde. La cardioïde qu'on peut observer dans son bol. Donc sur cette caustique, sur cette cardioïde, il y a un point un peu particulier, c'est ce point-là, ce qu'on appelle un point singulier, ou en l'occurrence un point de rebroussement, parce que si vous imaginez un petit bonhomme qui se promène sur cette courbe, il va rebrousser chemin en ce point. Voici un autre exemple pour construire des caustiques. On va partir d'une ellipse. Pour chaque point de l'ellipse, on va tracer sa tangente. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va tourner chaque tangente de 90 degrés, ce qu'on appelle la normale. Et l'image qu'on va obtenir, c'est celle-ci. Vous voyez, la famille de droite, elle enveloppe une nouvelle courbe. Et cette courbe-là, elle s'appelle astéroïde, parce qu'effectivement, ça ressemble à une étoile. Et en particulier, vous voyez qu'il y a 4 points singuliers. Il y a 4 points de rebroussement. Et en fait, il y a un théorème mathématique qui date du début du XXe siècle, qui dit la chose suivante. Si vous partez non pas d'une ellipse, mais de n'importe quelle courbe qui est fermée, et vous le tracez en chaque point à la normale, alors cette famille de droite va envelopper une nouvelle courbe, une caustique, et le théorème dit que cette caustique-là va avoir au moins 4 points de rebroussement. D'ailleurs, si vous faites cet exemple-là avec un cercle, vous allez être un peu déçu, parce que toutes les normales vont converger vers le centre. Du coup, la caustique, en l'occurrence, ce sera juste un point. Enfin, on peut aussi s'intéresser juste à la trajectoire d'un seul rayon lumineux. Donc on peut imaginer que le rayon lumineux il part à l'intérieur d'une forme, par exemple une ellipse, et puis à chaque fois qu'il rencontre la paroi, il va être réfléchi, avec la loi de Descartes. Du coup, on peut se demander à quoi ressemble cette trajectoire. Et ça, c'est une question typique dans un domaine des mathématiques qu'on appelle les billards. Ce qui n'est pas surprenant, parce que la table de billard, avec des boules qui se déplacent dessus, c'est un cas particulier de ça. Dans l'exemple de cette ellipse, si vous suivez un rayon lumineux, un seul, il va envelopper une deuxième ellipse un peu plus petite. Quatrième phénomène, la perspective. Regardez ces deux œuvres d'art. La première datant du milieu du XVe siècle, autour de 1460, et la deuxième datant de 2 siècles plus tard. Vous voyez que la différence la plus frappante, c'est le traitement de la perspective. En effet, la deuxième œuvre nous paraît beaucoup plus réaliste. L'étude systématique de la perspective commence à la fin du XVe siècle avec Léon Alberti, peintre italien. Et quelques années plus tard, le mathématicien français Desargues et puis Pascal mettent les fondements d'une nouvelle géométrie qu'on appelle aujourd'hui la géométrie projective. Donc Pascal, c'est bien le philosophe que vous connaissez parce qu'il était aussi mathématicien. Qu'est-ce que c'est du coup cette géométrie projective? Il se pose la question suivante. Comment représenter le monde qui est trois-dimensionnel sur un plan qui est de dimension 2. La géométrie projective analyse les propriétés de cette projection de la réalité sur une feuille de papier. En particulier, elle peut prédire précisément la forme apparente des objets. Si vous prenez par exemple un cercle, vous le mettez en perspective, alors vous allez obtenir une ellipse. Un concept fondamental en géométrie projective, c'est la ligne de fuite. Si vous imaginez deux droites parallèles, alors ces deux droites-là, ils ne vont jamais se rencontrer, en vrai. Par contre, quand vous faites un dessin, ils vont se rencontrer à quelque sorte à l'horizon, ce qu'on appelle le point de fuite. Un autre exemple de ce que peut prédire la géométrie projective, c'est le suivant. Prenons par exemple une table rectangulaire avec une ligne rouge au milieu. Et je la représente en perspective. Du coup, la table devient une sorte de trapèze avec une ligne de fuite. Et la question c'est où est-ce qu'il faut tracer cette ligne du milieu? Est-ce qu'il faut prendre le milieu géométrique? En fait, la réponse est non. La ligne du milieu est légèrement plus haut. Et en particulier, elle passe par le point d'intersection des deux diagonales. En géométrie projective, il y a plein de théorèmes assez surprenants. Je vais juste parler d'un seul, qui s'appelle l'hexagone mystique de Pascal. En effet, regardez cette figure. Vous avez un hexagone, et on suppose qu'il est inscrit dans un cercle. Et alors, vous pouvez prendre des paires de côtés opposés, les prolonger jusqu'à ce qu'ils s'intersectent. Ainsi, vous allez obtenir 3 points d'intersection. Et le théorème de Pascal dit que ces 3 points sont alignés. Et à l'époque, cette propriété était si surprenante que cette configuration est appelée l'hexagone mystique. De nos jours, la géométrie projective est redevenue très actuelle avec l'avènement de l'informatique. En particulier quand vous voulez programmer des jeux vidéo, vous voulez représenter le réel sur un écran. Et en particulier, vous allez utiliser la géométrie projective. Et du coup, le problème actuel, c'est de simplifier les calculs qui sont imposés par la géométrie projective pour que votre programme, pour que votre jeu se fasse en temps réel, ne prend pas trop de temps pour calculer vos mouvements.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc comme dit, n'hésitez pas à voter dans les commentaires. Numéro 1 pour le sillage, numéro 2 pour la résonance, numéro 3 pour les caustiques, numéro 4 pour la perspective. Voilà, le sujet qui vous a intéressé le plus fera l'objet d'un nouveau tomate vulgarisé. À À bientôt.